Bonjour et bienvenue pour cette sixième séance de Méditaro. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère qu'aujourd'hui, le message que vont nous délivrer les cartes du tarot vous parleront, résonneront. Nous verrons ça. Alors je vous explique rapidement, mais sûrement, euh, le principe. Et ce qu'est une séance de midi tarot. Si vous voulez plus de détails, il y a une vidéo qui a été faite il y a quelques semaines sur comment pratiquer une séance de midi tarot avec en détail si vous préférez. Mais rapidement, voilà, nous allons faire une séance de méditation silencieuse de 10 minutes, suivie d'une connexion à des cartes de tarot qui seront tirées, que je vais tirer aléatoirement. Et puis nous verrons ce que nous dit le message. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Éric Bachet et je suis le créateur des séances de Méditaro. Voilà, tout simplement, que je viens de vous décrire à l'instant. Je suis tarologue, coach de vie également, et je donne des cours de lecture, de tarot et d'oracle pour tout niveau, du débutant au confirmé. Et nous allons sans plus tarder nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Eh bien, nous revoici pour cette sixième séance, comme je l'ai dit, de méditation. Alors, je vous invite à vous installer sur une chaise, les pieds bien à plat, les jambes décroisées. Assis, n'appuyez pas votre dos contre le dossier. Les mains posées sur vos cuisses. Paumes fermées, on va faire. Paumes fermées sur vos genoux, sur vos cuisses. C'est-à-dire paumes en bas, si vous préférez. Et puis, gardez le dos droit, la tête légèrement penchée pour que la nuque soit dans la continuité de votre colonne vertébrale. Vous pourrez garder les yeux ouverts, mi-clos, en ayant un regard à 45 degrés. Et cette pratique se fait principalement en étant juste observateur. Observateur ou observatrice. Observateur et observatrice de quoi? Eh bien, de votre respiration, tout simplement. Parce que c'est un objet qu'on a toujours sur soi. Alors, on appelle la respiration un objet parce que c'est un objet d'attention, si vous préférez. C'est un objet qu'on a toujours sur soi. C'est pas la peine d'allumer une bougie, c'est pas la peine d'avoir des supports divers et variés. Simplement, l'attention à votre respiration suffit. Et c'est ce que je pratique au quotidien. Voilà, même s'il peut m'arriver de faire des variantes ou d'autres choix, mais l'attention à la respiration est vraiment le cœur de la pratique. Toute religion ou philosophie confondue. C'est parti. Alors pour faire cette méditation de 10 minutes, j'utilise un mala. Voilà, un mala tibétain. J'égrène les graines. Et voilà, ça dure environ 10 minutes. C'est en fonction du rythme de ma propre respiration. Donc ça peut varier. Ça peut varier.
N'oubliez pas d'entrouvrir la bouche légèrement pour décontracter votre mâchoire. Si des pensées surviennent en vous, n'essayez pas de les refouler, regardez-les passer et dites-vous que cela fait partie de la pratique et revenez à l'attention sur votre respiration.
présent, je vais tirer quelques cartes du tarot de Marseille et voir si nous pouvons capter leur message de sagesse, quelquefois de développement personnel, quelquefois de spiritualité. Alors cette semaine, le tarot veut nous parler des conflits auxquels nous pouvons être confrontés, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec d'autres personnes. Et c'est vrai que cela peut arriver, bien évidemment, dans notre société actuelle, que nous soyons en conflit avec telle ou telle personne. Notamment, comme l'indique la carte de la justice, avec un profond sentiment d'injustice, justement. Et quelquefois, nous ne savons pas quoi dire. C'est-à-dire que vous avez remarqué que quelquefois, quand il y a un conflit avec une autre personne, on ne sait pas forcément... on aimerait dire certaines choses, mais on n'y parvient pas. Alors c'est après, une fois qu'on a terminé ce conflit, qu'on s'est éloigné, on se dit « Ah, mais si j'avais su, je lui aurais dit ci, je lui aurais dit ça. Mais pourquoi est-ce que je lui ai pas répondu, par exemple? Pourquoi est-ce que je lui ai pas dit que ce que cette personne disait était faux? Pourquoi est-ce que je me suis pas défendu? Pourquoi est-ce que je me suis laissé faire? Pourquoi est-ce qu'il m'attaque comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu les arguments? Pourquoi est-ce que je suis paralysé souvent dans ces situations? Et je vous ai dit, parallèlement avec ce sentiment d'injustice, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi et pas aux autres? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi qui fait tout pour arranger les choses? Eh bien non, ça me tombe dessus. Vous voyez ce genre de pensée, vous avez certainement eu déjà ce genre de pensée. Et je veux tout faire pour que tout soit bien et finalement, à ceux qui s'y prennent autrement, qui s'en moquent, ben on leur dit jamais rien. Et puis à moi, qui fais attention aux autres, qui essaye d'être gentil ou gentil, qui essaie d'être attentionné aux autres ou à l'autre, eh bien c'est moi qui m'en prends plein les dents. Pourquoi ça?
Bien peut-être parce que tout simplement, vous êtes trop gentil ou gentil, trop sympathique. Peut-être parce que vous voulez trop bien faire. Peut-être que vous voulez être aimé et que vous faites tout pour ça et que on vous dit ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est pas comme ça que tu pourrais être plus aimé de telle ou telle personne. Il faut t'y prendre autrement. Et peut-être que en étant un peu plus ferme, eh bien, il y aura une réaction différente. Pour les conflits intérieurs, c'est la même chose. Les conflits intérieurs sont liés à nos blessures intérieures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que je n'ai pas répondu telle ou telle chose? Ou je devrais faire telle ou telle chose et je n'ose pas, je ne peux pas. Pourquoi? C'est trop injuste. Il y a cet équilibre, ce fameux équilibre à trouver, c'est-à-dire si l'on est constamment dans la gentillesse, la balance finalement est déséquilibrée. Il faut une dose de fermeté. Vous savez, les moines bouddhistes, à travers les enseignements, quels qu'ils soient, que ce soit du petit véhicule, du grand véhicule, enfin, à travers les siècles, être bouddhiste, ça veut pas dire être gentil. Et les enseignements bouddhistes sont très durs. Quand j'ai débuté le Zen Soto, je pensais qu'on allait prendre... Bon, j'avais pratiqué avant quand même le bouddhisme zen, la méditation zen, et bon, le bouddhisme zen aussi, mais je voulais parler essentiellement de méditation, la méditation zen. Et bon, j'avais une petite idée, mais... pardon, j'ai dit le bouddhisme zen, non, le bouddhisme tibétain, pardon. J'avais pratiqué le bouddhisme tibétain, la méditation tibétaine, ça y est, je vais y arriver. Et donc j'avais une petite idée, et en intégrant ce dojo zen, japonais, donc Zen Soto, euh, j'ai, je pensais qu'on allait un peu, au cours de la pratique, prendre un peu soin de moi, euh, me guider, me donner des instructions, me dire, tu vois, là, il se passe ça, parce que voilà, la cloche sonne à tel moment, après il y a ça, et après il y a ci. Et en fait, on, on ne m'a donné aucune instruction. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un contexte que vous ne connaissez pas du tout, et ça vous oblige à capter tout ce qui se passe. Comme quand on est dans un univers inconnu, imaginez vous vous retrouvez dans la jungle. Si vous n'êtes jamais allé dans la jungle, et puis vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans la jungle, quoi, parce que vous sentez qu'à tout moment il peut arriver quelque chose. Là, c'est pareil, je me suis retrouvé là-dedans, enfin là-dedans, vous m'avez compris, j'étais parabole grande ouverte pour capter tout ce qui se passait, et en même temps, avec un profond respect, parce qu'on sent que il y a les rituels, les traditions, et c'est pas de juste il y a 10-20 ans, on sent que ce sont des choses millénaires. Et on est là, et
Et, on s'adapte, on s'adapte. Alors j'étais très bien accueilli, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que au niveau des instructions, il y a peut-être que ça a changé, mais je ne crois pas, hein. J'ai pas eu énormément d'instructions et on se retrouve en train de méditer et voilà, on sait pas et tout ça pour vous dire, voilà quand même, parce que j'en viens au départ, c'était pour vous dire ça. Euh, que je suis resté voilà 3 heures assis. C'était très désagréable. Très désagréable. Avec des douleurs aux genoux. Et c'était pas du tout ce qu'on peut penser. Simplement, il est bon de savoir pourquoi on fait ça et de tourner notre esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que là, je suis en train de vous parler en fait de souffrance physique. Et ben, l'enseignement, je suis pas là pour vous faire de l'enseignement bouddhiste hein, du tout. Hein. C'est juste que là, je vous partage voilà, un peu d'expérience. Et l'enseignement du Bouddha, c'est ça, c'est arriver à ne plus souffrir finalement. C'est ça la finalité de l'enseignement. Et ça commence, en tout cas pour moi, ça a commencé par une souffrance physique terrible. J'arrivais plus à marcher après, c'était fou. Je suis en train de me dire que je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça en fait. Je suis en train de me dire mais comment j'en suis arrivé là? Il faudra que je regarde la vidéo pour savoir comment j'en suis arrivé à parler de ça, mais il y a certainement une raison. C'est-à-dire que ça parle de souffrance, voilà, je vous parlais de souffrance intérieure, souffrance extérieure. Et je vous disais effectivement que être bouddhiste, ça n'est pas être gentil et il peut y avoir une grande fermeté dans l'enseignement bouddhiste. Et c'est pour ça qu'effectivement j'en étais arrivé à vous parler de cette expérience où je m'étais retrouvé sans instructions particulières, véritablement, voilà. Et comment ça m'avait impacté à ce moment-là dans l'attention à toute chose, à tout ce qui se passait. Quand quelqu'un bougeait, quand il y avait un déplacement, quand il y avait une lecture. Donc voilà, conflit intérieur, souffrance, équilibre, déséquilibre surtout. Pourquoi? Peut-être simplement pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin, que nous devons pratiquer autrement, faire autrement, penser autrement. Penser autrement, penser autrement, penser autrement. Nous avons la carte d'épée, penser autrement, analyser autrement. Et puis en troisième carte, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'intuition, c'est la concentration. C'est un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Attention sur l'instant présent, à travers la méditation. Attention à notre souffle. Et intuition, vous avez bien compris, par la captation du message tarologique. Intuition, attention. Donc cette carte nous invite
voilà, être plus attentive et plus attentif à nos pensées. Et concernant le thème principal du conflit, conflit intérieur et conflit extérieur, nous invitant à une certaine maîtrise de nos émotions. Même si pour cette carte-là, c'est plus le roi qui est le roi de coupe qui est indiqué, il y a quand même dans la reine de coupe, effectivement, cette maîtrise. Mais cette maîtrise yin, c'est-à-dire cette maîtrise de la réception, de l'acceptation de ce qui se passe à l'extérieur vers l'intérieur. Donc, travaillons sur nous-mêmes. Bon, bah ça, je le dis souvent, mais prêtez attention à ce qui vous fait bouger à l'intérieur de vous. Au tout début, je parlais de conflit intérieur. Et j'y reviens à la fin. Faites attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pendant ces situations de conflit. C'est ce que fait la reine de bâton. Hein. Elle regarde aussi à l'intérieur de soi. Et elle analyse ses ressentis. Les battements de mon cœur. Est-ce que mon cœur a accéléré? Est-ce que je transpire? Est-ce que j'ai des sueurs froides? Est-ce que j'ai envie de violence? Est-ce que j'ai envie de crier? Est-ce que j'ai envie d'insulter? Analysez tout ça quand vous êtes dans un moment comme ça, un petit peu de tension avec quelqu'un ou même avec vous-même. Analysez cela et vous verrez que le fait d'analyser cela, simplement, ça vous éloigne de cette tension, ça vous éloigne de ce conflit. Car si vous êtes concentré suffisamment, d'où l'intérêt de faire les exercices, les pratiques, les assises, les méditations si vous préférez, pour développer cette attention, eh bien si vous êtes suffisamment concentré sur ce que vous ressentez, eh bien le conflit peut disparaître. La tension que vous ressentez peut disparaître uniquement en l'observant. Vous savez, c'est comme la mécanique quantique. Le fait d'observer l'objet fait disparaître l'objet. Eh bien, c'est de ça dont on parle. Exactement. Le fait d'observer vos tensions sur le cœur, encore une fois, la respiration, ce que vous ressentez, votre énervement, votre agacement, vos tensions, votre nervosité. Si vous êtes suffisamment, mais c'est pas 3 heures que ça dure, c'est juste quelques secondes, suffisamment attentive et attentif à cela, le conflit, la problématique, tout cela disparaît. En un éclair, en un instant, à la vitesse de votre pensée, tout simplement. Donc pratiquez cela, observez-vous, faites l'expérience. Ne me croyez pas sur parole, mais pratiquez. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande absolument pas de me croire. Et puis vous me direz en commentaire si ça a marché pour vous. Et si ça n'a pas marché, c'est que vous n'étiez pas suffisamment concentré. Et puis, c'est comme tout, il y a de l'entraînement. C'est-à-dire que vous allez essayer, mais vous n'allez pas pouvoir au début vous concentrer sur, par exemple, votre respiration
pendant cette situation de conflit parce que vous serez trop énervé. Mais ça, c'est au début. Il ne faut pas s'arrêter à cet échec. Il faut continuer. C'est comme si vous appreniez à faire du vélo. Vous n'allez pas vous arrêter juste au fait que vous êtes tombé la première fois de vélo. Par exemple, si vous êtes tombé. Vous tombez de vélo et vous dites « Ah ben non, c'est bon, je ne peux pas faire de vélo. » Non. Vous reprenez le vélo, vous réessayez. Là, c'est la même chose. Essayez, essayez, essayez encore, pratiquez, pratiquez, pratiquez encore, de manière à pouvoir gérer ces situations de conflit. J'ai déjà fait des vidéos pour la gestion des conflits. Et là, c'est un message que j'ai déjà délivré, mais ça n'est pas grave. On peut dire plusieurs fois, on peut dire plusieurs fois je t'aime. Non, on peut pas. Quand on l'a dit une fois, on le dit plus. Eh bien là, c'est pareil. Ces messages reviennent. C'est qu'il y a des raisons à cela. Donc je ne me lasse jamais de dire ce genre de messages, même si ce sont des messages que j'ai déjà dit. Je ne le dis pas forcément avec les mêmes mots. Je ne le dis pas forcément avec la même énergie. Je ne m'adresse peut-être pas tout le temps aux mêmes personnes. C'est ça qui est agréable aussi. C'est comme si vous preniez une photo d'un soleil couchant tous les soirs. Vous verrez que ce n'est jamais... C'est pourtant le même soleil, c'est la même heure, mais ça n'est jamais la même photo. Et bien là, c'est la même chose. C'est un message que j'ai déjà dit, mais je le dis autrement, ou en tout cas l'énergie est différente. Conflit, gestion des conflits et résolution des conflits. Souffrance, gestion de la souffrance et résolution de la souffrance. C'est un peu aussi l'enseignement du Bouddha. Je vous invite juste quelques secondes à fermer les yeux cette fois-ci. Pour clôturer cette séance de méditation, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité, pour vos commentaires bienveillants tout le temps. N'hésitez pas, si ça n'est pas fait, à vous abonner. J'y pense là tout d'un coup, ouais, à vous abonner pour pouvoir pratiquer de manière régulière, simplement être à l'écoute de ce qui se passe au niveau des tarots. Et pour terminer, j'aimerais que vous vous remerciez vous-même pour ce temps que vous vous êtes accordé, ce temps que vous vous êtes offert. Comme vous le savez, le temps est précieux et il est d'autant plus précieux de prendre le temps d'être dans le temps présent. Merci beaucoup, merci très sincèrement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.